Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets, des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir et je vais recevoir donc Élise Moron. Je vais vous la présenter rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je pense qu'il n'y aura pas grand monde mais on va quand même faire la petite présentation. Donc Élise, elle est cofondatrice de Blendy, où elle forme les recruteurs et les managers à maîtriser leur métier avec méthode pragmatisme, mais aussi avec beaucoup d'humour. Ancienne avocate, Élise s'est reconvertie dans le recrutement de dirigeants et de managers, menant plus d'une centaine de missions de haut niveau, avant de décider de partager son expertise à travers la formation. Elle est également la co-autrice du guide Permis de recruter avec Léo Bernard. Ceux qui ne connaissent pas encore le livre, allez l'acheter, c'est une pépite. C'est un manuel qui est concret, opérationnel et qui explique comment identifier, attirer, convaincre et évaluer les talents sans se fier au feeling et à la fameuse improvisation. Avec son approche, le recrutement devient stratégique, structuré, mais jamais ennuyeux. Dans cet épisode, on va vous parler un petit peu recrutement, mais pas que. On va explorer un sujet qui nous concerne tous. Comment devient-on une référence dans son métier ? Élise, elle va nous partager son parcours, ses méthodes et des clés qui lui ont permis de s'imposer comme une figure incontournable du recrutement et de l'écosystème. Et quand je dis figure incontournable, c'est ma présentation et c'est moi qui le dis. Donc, je suis ravie de t'accueillir, Élise. Comment vas-tu ? C'est ce que j'allais dire. Bonjour Alexandra, merci. Là, j'ai une énorme pression. Figure incontournable. Tu me diras combien je te dois. Un peu quand même, on va pas se mentir. Eh ben écoute, ravie de t'accueillir dans ce podcast. On disait tout à l'heure, j'ai reçu Léo il y a un an tout pile dans l'épisode. Exact. Donc voilà, je suis ravie de t'avoir derrière le micro. L'objectif, c'est de parler un petit peu, on t'entend beaucoup sur le recrutement. Ouais. Pour moi, je te vois vraiment comme ce que je disais, une figure incontournable de l'écosystème RH, mais surtout recrutement. Et ça m'intéressait de savoir un petit peu, comment tu avais construit tout ça. Voilà, tu es hyper inspirante avec tout ce que tu fais. Donc, tu vas nous décrypter tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas peut-être nous expliquer comment tu as commencé un petit peu à te construire et à construire cette légitimité, en tout cas, moi, ce que j'appelle légitimité, dans ce métier. Comment ça s'est passé ? Écoute, déjà, c'est super dur de bon matin de répondre à comment tu as construit ta légitimité. C'est super dur parce que ça sous-entend que je suis légitime, entre guillemets. Et c'est tout con, mais légitime, c'est aussi croire en soi. C'est déjà énorme. Et ça suppose aussi, du coup, d'être dépourvu totalement du syndrome de l'imposteur, ce qui n'est pas encore totalement mon cas. Mais je crois que, en gros, la légitimité, je pense que tu l'as construit de deux manières. C'est un peu, moi, je trouve, le combo magique. C'est à la fois ce qu'on appelle le savoir-faire et le faire savoir. Le savoir-faire, c'est vraiment le côté, c'est le truc qui est indispensable pour assurer, entre guillemets, et asseoir ton expertise. Tu le crées, en tout cas, moi, je l'ai créé en lisant énormément d'articles. J'avais un énorme syndrome de l'imposteur quand j'ai commencé en tant que chasseuse de tête, par exemple, parce que à la base, j'avais effectivement ce background d'avocate. Pendant 8 ans, j'ai fait du droit, j'ai fait des doubles LLM, je suis partie à Londres, etc., pour être en securitization, produits dérivés, tout ça. J'étais à fond là-dedans. Et du jour au lendemain, je suis plongée dans l'écosystème startup, tech, Startup Nation, etc., sur du recrutement de la chasse de tête. J'avais absolument, mais absolument zéro background là-dessus. Donc, je connaissais ni les méthodes, ni les techniques. Et puis, à l'époque, j'ai reçu comme super formation une tape dans le dos avec va sur LinkedIn et cherche-moi un CFO. Wouhou, génial. Donc, pour le coup, j'avais pas du tout ce savoir-faire. Et donc, j'ai voulu me le créer en tout cas, moi, c'est ma manière de faire. C'est avant de maîtriser un sujet,
j'ai besoin de tout savoir, de poncer le sujet, mais vraiment à fond. Donc j'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de livres, beaucoup de newsletters. Je vais pas te cacher qu'à l'époque, c'était plutôt 2017-2018, j'ai lu beaucoup de choses qui étaient, pas françaises. Donc je me suis vraiment nourrie de, bouquins, articles, en tout cas de contenu américain, anglo-saxon et américain. J'ai interviewé aussi des experts, des VP, de belles boîtes et cetera. À l'époque, c'était trop chouette parce que j'avais absolument rien à leur vendre et je leur disais juste: «Je commence ce métier, c'est pas du tout mon background. J'adorais avoir, 15 minutes d'échange avec toi pour que tu me dises c'est quoi les 3 tips entre guillemets pour réussir dans ce métier» et cetera. Et en fait, les gens, on se rend pas compte, mais les gens adorent parler de ce qu'ils font, en tout cas quand ils sont contents et qu'ils aiment leur job. Ils adorent parler de leur job au moins 15 minutes à des gens qui ont envie de faire le pas, de sauter le pas, quoi. Donc vraiment, j'ai poncé mes sujets, et ça, c'est la première chose. Je pense que, effectivement, avant pour te créer une légitimité, pardon, il faut poncer ton sujet. Deuxième chose, je pense qu'il faut que tu t'appropries la connaissance et ça, parfois, il y a pas mal de gens qui sautent cette étape. Je trouve que c'est super important parce que sinon, en fait, tu recraches juste du savoir comme, pardon, comme un singe savant. Et donc, se l'approprier, enfin, chez moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire traduire cette connaissance, théorique en réalité empirique. En gros, tu testes, tu mesures et tu en tires tous les apprentissages, en gros, nécessaires. Et puis ensuite, tu modélises ce que tu as identifié comme étant des schémas d'excellence et ensuite seulement tu peux faire le travail de vulgarisation pour pouvoir «partager» entre guillemets au plus grand nombre. La vulgarisation, c'est tout ce qui est la simplification entre guillemets du propos. À l'époque, c'était Boileau qui disait, tu sais, c'était quoi cette phrase? Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément». En gros, faut être hyper simple et si, par exemple, ma fille de 5 ans ne comprend pas ce que je dis, bah, c'est que je suis pas bonne dans la vulgarisation. Et donc surtout, faut être aussi clair avec soi-même et se dire que, quand on partage, on n'attend rien en retour. Vraiment rien. Le but, c'est juste de partager des bonnes pratiques pour aider les gens au quotidien. En tout cas, c'est moi, ma manière de faire et c'est comme ça que j'ai pris la parole aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense que je suis muée par ce truc-là d'aider les gens. Petite, je voulais être médecin pour soigner les gens. Finalement, j'ai été avocate pour défendre les gens et aujourd'hui, je suis formatrice pour aider les gens à aimer leur métier et le faire avec, enthousiasme et efficacité, en gros. Donc je pense que je suis une éternelle optimiste. J'ai envie de vivre dans un monde de bisounours où tout le monde partage, tu vois, ses bonnes pratiques et qu'en fait, bah, tout le monde est hyper content de faire ce qu'il est en train de faire et mon rêve et c'est un rêve que je partage avec Léo, c'est de réconcilier les recruteurs et les candidats et faire en sorte que, il y ait Ils se plus, comprennent. cet antagonisme, Mmh. oui, c'est un sacré rêve. C'est je pense une utopie, mais écoute, on essaye au maximum parce qu'on se dit en mettant en place plein de bonnes pratiques, en fait, les recruteurs vont devenir une sorte de coach de candidats et on va vivre dans un super monde. Bref, donc voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai tenté de créer, cette légitimité. C'est vraiment de poncer tous mes sujets, de me les approprier, de les tester, de mesurer. C'est-à-dire, je donne jamais, tu vois, c'est ce qu'on fait dans la formation avec Léo, c'est tout ce qu'on donne dans la formation, c'est les choses qu'on a testées, qu'on a itérées, qu'on a mesurées et on a mesuré le ROI réel de toutes ces actions. C'est vraiment du pratico-pratique et c'est pas, du coup, du dogmatisme ou des choses comme ça. J'aime bien la théorie, mais j'aime bien la tester, par rapport à la Mmh. réalité et partager que ce qui marche. En gros, le but, c'est de faire une accélération de curation de contenu pour les gens, pour les aider au quotidien, quoi. Ouais et c'est très, pragmatique. Enfin, tout ce que vous proposez ou quand on a lu votre, livre, c'est pas juste de la théorie où tu te dis, «Bon OK, c'est bien, mais concrètement, waouh, maintenant, comment je mets ça en place?» Pour le coup, vous, c'est, tu as des outils directement à activer. Donc c'est ça qui est hyper chouette dans votre démarche à toi et Léo et justement, tu parlais du savoir-faire et du faire savoir. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à dire: «Bah, je vais aller sur le faire savoir», à prendre la parole sur LinkedIn, au-delà des formations que vous allez faire, les événements que vous faites aussi, tu vois? Le Tam Tam Show, enfin, il y a plein de choses que vous faites. Qu'est-ce qui te fait passer je suis dans la pratique et dans l'expertise à, bah, je vais prêcher la bonne parole? Ouais, bah, alors ça, je te dis, je pense que c'est un truc qui me meut depuis, très longtemps, c'est de vouloir partager des choses. J'aime bien, vraiment transmettre. Tu vois? Quand j'étais, jeune avocate, j'étais, inscrite comme, prof dans une prépa privée et parce que j'avais envie, tu vois, de transmettre aussi, pas mal de techniques à des jeunes étudiants en droit. J'étais aussi formatrice à Segos et la Demos, où je formais des commerciaux, sur des contrats, commerciaux et cetera, aux clauses importantes et cetera. J'ai toujours aimé transmettre, en tout cas. Et
En vrai, effectivement, le but, il était un peu de devenir justement un peu le référent sur ce sujet-là d'expertise. Donc, c'est-à-dire, on a trouvé une niche et le but après, c'est de partager au plus grand nombre, mais c'est aussi pour pouvoir ne pas faire de prospection, par exemple. Le fait de prendre la parole sur les réseaux sociaux te permet beaucoup de choses. En gros, on disait tout à l'heure, le savoir-faire, c'est hyper important, mais si tu as que le savoir-faire, personne n'est au courant. Donc, en fait, tu es expert, mais dans ton coin et personne ne sait. D'où le fait de prendre la parole justement sur les réseaux sociaux et personnellement, quand j'ai pris la parole pour la première fois, c'était quand je me suis lancée à mon compte en tant que chasseuse de tête et mon objectif, c'était de partager en fait tout ce que j'avais identifié comme best practice et ça a été en gros la meilleure décision de ma vie parce que mon but, il était simple, c'était à l'époque devenir le top of mind, en gros le réflexe quand on parle chasse de tête C-level en start-up à Paris. Je voulais que les gens se disent Élise Moron. Pourquoi? Parce que, j'avais absolument pas envie de prospecter, d'envoyer des emails, de faire du cold calling et cetera. C'est pas du tout mon truc, et c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui me disent: «Mais pourtant tu étais chasseuse de tête, tu faisais ça toute la journée avec des candidats». Ouais, mais c'est différent. Tu vends une opportunité pour un client à un candidat. Tu te vends pas toi, ni tes services. Je sais pas si c'est mon côté éducation chrétienne ou j'en sais rien. J'ai du mal à vendre mes propres services. D'où le fait de se dire: j'ai créé un système qui fait que les gens viennent à moi naturellement et me posent des questions en disant: «Tiens, est-ce que tu peux nous accompagner sur tel truc?» Et en fait, que j'ai que des demandes entrantes, c'était vraiment mon objectif. Donc ça a été aussi de dire: «Bon, voilà, je vais aligner toutes mes prises de parole là-dessus» et le ROI de mes prises de parole sur LinkedIn a été franchement ultra dingue. Je pense que ça a surpassé toutes mes attentes. J'en ai fait un post il y a pas très longtemps en disant effectivement, déjà 100 de mes clients viennent de l'inbound, ce qui est quand même ouf. J'ai trouvé mon associé grâce à ça. Mine de rien, c'est en prenant la parole sur LinkedIn et en échangeant avec, la communauté et cetera que, Léo et moi, on s'est trouvés. Même si je raconte pour faire marrer qu'on s'est trouvés sur Tinder. J'ai découvert aussi, Nicolas Passetti avec qui j'ai créé, l'émission RH Hour. En parlant régulièrement aussi sur les sujets recrutement, mais c'est tout bête, mais on m'a invité sur des podcasts, des trucs de référence, Figaro, Welcome to Jungle et cetera, sur des plateaux télé, sur des events. Donc en fait, en te rendant visible, tu deviens identifiable pour les gens et ça c'est le nerf de la guerre entre guillemets et ça permet aussi de créer une sorte de réseau de dingue et ça te crée des opportunités. Donc première chose, je pense pour passer un peu de la pratique à comment être référent, même si j'ai encore du mal, tu vois, à m'identifier comme référente sur le marché, c'est 1 le faire savoir. 2 pour moi, c'est avoir de l'audace et de l'action. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais qui passent jamais à l'action. Et je sais plus, c'est un acteur américain, je crois, qui disait: «Si l'opportunité vient pas frapper à ta porte, crée-toi ta porte» et moi, j'ai envie de dire et je rajoutais: «Toque toi-même à ta porte» en mode, bon, tu vas pas dire: «Coucou, devine qui c'est?» parce que tu sais que c'est toi, mais Non, mais le passage à l'action, il est hyper dur, enfin, pour plein de personnes, tu ouais, vois? ouais et pourquoi? Souvent, parce que les gens ont peur. Enfin, quand tu discutes moi j'essaye parfois parce que on coach aussi les recruteurs avec Léo sur la prise de parole sur LinkedIn, sur, comment, créer un personal branding assez fort pour faire en sorte que ce soit un magnet, un aimant à un candidat et que justement les candidats viennent à toi naturellement et que tu aies pas besoin de sourcer comme un dingue et il y a beaucoup de freins et c'est des freins psychologiques. J'ai peur de faire un bad buzz, j'ai peur, du regard qu'on peut avoir sur moi, j'ai peur de dire quelque chose, qui est pas en ligne avec, ce que pourrait dire, la boîte ou la société dans laquelle je suis, et puis peur du ridicule. Mine de rien, la peur du ridicule, de l'humiliation et tout, c'est des peurs qui sont ancrées en nous, et on s'auto-censure souvent, je trouve. Moi, j'ai une vision dans la vie où, j'aime bien tester et dire oui à beaucoup de choses. Et j'aime bien me prouver que, je sais le faire. J'ai été élevée, par un papa donc mon père m'a élevée seule depuis l'âge de 9 ans, en mode, cheval de course, fallait que je sois première partout et puis, fallait que je teste plein de choses, je faisais, 10 000, trucs, que ce soit en musique, artistique, que ce soit en sport et cetera et donc j'étais entre guillemets «élevée» à tester beaucoup, beaucoup de choses et à passer à l'action et au pire, on me dit quoi? On me dit: «Non». C'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est quoi un non? Tu vois? Et du coup, Mais c'est vrai, une fois que tu t'es mis ce truc, bah oui, au mieux on me dit oui, au pire on me dit non. non, exactement. Et donc mon mantra, entre guillemets, aujourd'hui comme j'espère demain, c'est un peu comme Nike, c'est do it quoi, c'est make it happen. En gros, les autres vont pas le faire pour toi. Tu es acteur de ta propre vie. C'est toi qui pilotes. Donc c'est toi qui vas écrire les prochains chapitres de ta vie. Et si tu as envie de faire un truc, go. Tu peux pas compter sur les autres. Enfin, pour le coup, Ah bah ça, c'est sûr, ils le font pas pour toi donc ouais,
Donc c'est à la fois de l'action et à la fois, tu te crées tes opportunités. Si tu as envie, par exemple, c'est un truc tout bête, mais à l'époque, quand je me suis lancée sur la chasse de tête et cetera, je me suis dit: «Bah, il faut que je sois visible, il faut que je sois identifiable». Comment? Bah, déjà en prise de parole sur LinkedIn, mais aussi il faut que je passe dans des médias qui sont assez, connus et qui sont suivis par des dirigeants. Et par exemple, j'avais spoté Le Figaro. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié la rédac chef de Cadre Emploi sur LinkedIn. J'ai envoyé un message en disant, voilà, j'ai, créé un truc qui s'appelle le concept de T-shape recruteur. Je trouve que c'est ultra intéressant et important, que les recruteurs, ils changent de braquet, qu'ils soient beaucoup plus stratégiques et moins exécutants et cetera. Et je commence à dérouler le truc et je lui avais fait un message d'approche, mais aux petits oignons, en parlant de Lucky Luke, faisant plein de trucs. Et c'est rigolo, elle s'en souvient encore et elle me dit: «Mais tu m'as tellement fait rigoler sur ton message d'approche, j'étais obligée de te répondre». Et en gros, je lui ai dit, voilà, si vous voulez, vous marrer pendant 30 minutes, c'est parce qu'elle cherchait des intervenants sur son podcast, ça s'appelait Secret de recruteur et je me suis créé ma chance. C'est-à-dire elle est pas venue me chercher, c'est moi qui suis allée la chercher et j'ai testé et au pire, elle me disait non et c'était pas grave. Et il y a un autre truc que j'avais fait, qui faisait souvent marrer mes potes à l'époque, étudiants, c'est quand je cherchais un stage. Mon père est médecin, ma mère est psy, donc un stage, en cabinet d'avocat, bah, généralement quand tu es dans les premières années de droit, c'était en 2e je crois, au final tu as pas bah, si tu as pas de réseau, tu as pas de stage. En tout cas pas dans les gros. Moi je visais, les gros cabinets et cetera et en fait, j'y suis allée vraiment au culot. Je me rappelle, c'était Place Vendôme à l'époque, je sais pas s'ils sont toujours là. C'était un cabinet qui s'appelait Clifford Chance, qui est assez connu pour le coup, quand on est dans le monde du droit et j'avais repéré un type qui s'appelait Jean-Marc Lévy, et j'avais repéré son nom et je suis allée en fait au front desk, tu vois, à l'accueil et j'ai dit: «Bonjour, je dois parler à Jean-Marc Lévy». Alors la fille me dit: «Oui et vous êtes, Vous avez vous rendez-vous? avez rendez-vous et tout?» Et je lui dis: «Non, non, mais c'est personnel». Et en fait, c'est rigolo, mais juste dire: «Non, mais c'est personnel», la fille a dit: «Ah OK, bah, je vous l'appelle». Le mec est descendu et je lui ai dit: «Écoutez, je suis désolée». Franchement, je pense Ah, tu as été au culot, quoi. j'avais préparé mon elevator pitch en disant: «Je suis désolée, effectivement, on se connaît pas. J'ai dû mentir pour, vous faire, descendre et j'en suis confuse. Par contre, juste, j'ai absolument aucun réseau dans le domaine de l'avocature, puisque je suis fille de médecin et psychologue. Mais juste, je sais plus ce que j'avais dit, mais en gros, j'avais une forte capacité de travail. Je savais ce que je voulais, j'avais de l'ambition, j'avais absolument envie de faire mon stage chez Clifford Chance pour telle et telle raison, parce que j'ai envie de travailler sur ça, ça, ça et ça. Je veux bosser avec vous, donnez-moi ma chance». Le mec, il m'a dit: «J'ai jamais vu ça. Allez, vas-y, viens, on prend rendez-vous dans mon agenda, je t'accorde 1 heure, la semaine prochaine» et au final, j'ai eu mon stage chez eux. Donc parfois, il faut provoquer un peu la chance. Il faut y aller. Si tu as envie de faire un truc, bah, go et surtout, si parfois on te propose moi, on m'avait proposé, bah, par exemple, c'est tout bête, mais je prends un exemple beaucoup plus récent, Clément Lemingue qui m'avait proposé effectivement de faire, du stand-up RH au Grand Rex avec lui, avec un line-up où les 3/4 étaient rompus à l'exercice et pas moi. Alors j'adore le théâtre, hein, j'ai fait 7 ans de théâtre, je suis une dingue de théâtre. Mais, le théâtre, c'est différent du stand-up. Le stand-up a ses codes très précis que moi j'avais pas forcément et puis c'est super dur en plus de faire rire des DRH. Les DRH, c'est pas le public le plus facile, je trouve. Et du coup, ça m'a fait peur. Mais moi, la peur, c'est rigolo, c'est un, comment dire? C'est un déclencheur d'excitation. Ouais, ça te booste. C'est-à-dire, si j'ai peur, je me dis: «C'est qu'il faut que j'y aille» et c'est tout bête, hein, mais pareil, tu vois, quand à l'époque, quand on m'a proposé d'être prof de droit, à l'égard, de commerciaux qui avaient, entre, 45 et 55 ans et moi, j'avais genre 23 ans, «Coucou, j'arrive» et tout. Bah, ça me faisait super peur, mais j'avais envie de prendre la parole, j'avais envie de transmettre et si ça me fait peur, pour moi, c'est un signal positif qu'il faut parce que c'est comme ça que je vais grandir. Et tu vois, quand tu parlais tout à l'heure pour ton stage en cabinet d'avocat, tu as été, chercher ton opportunité. Alors, je sais plus dans quel podcast tu disais ça, je crois que c'était celui avec Florent Le Tourneur, où vous parliez justement du livre, Permis de recruter. Vous avez, coécrit avec Léo et je crois que vous avez eu un peu la même démarche, non? Ouais. Avec, la maison d'édition? En fait, Léo, avait rencontré, la directrice de l'édition, des éditions Erol, donc Chloé Schiltz, qui est partie maintenant, je crois, chez Duno. Mais bref, à l'époque, c'était elle et du coup, il avait rencontré lors du lancement de bouquins de Nina Ramen
Et il lui avait dit, nous avec Élise, on s'est dit, la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est dit, ce serait quoi ton rêve le plus fou? Et tous les deux, on avait eu la même réponse, c'était écrire un livre. Sauf qu'après, on s'est fait prendre par le business, et cetera, puis on n'a jamais eu le temps de s'y poser, entre guillemets. Et il lui a juste dit, «Écoute, nous, on ne connaît absolument rien du monde de l'édition. Est-ce que tu serais OK pour faire un petit call de 10 minutes avec nous, juste pour nous dire, entre l'idée et le fait qu'il y ait tous les livres distribués, partout dans les Fnac de France, et cetera, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi les différentes étapes?» Et elle a dit, «OK, pas de souci». Et donc elle nous a dit, bon, donc elle a pris le truc, elle a pris même 15-20 minutes, entre guillemets, pour nous expliquer tout ça, la semaine suivante. Et elle termine par, «Mais pourquoi? Parce que, vous avez déjà une idée en tête, déjà une trame, déjà une structure?» Et j'ai pas laissé le temps à Léo de répondre, que j'ai: «Oui, tout à fait. On a» alors c'était pas vrai, j'avais rien en tête. Le plan galère dans lequel Juste, on elle me savait met. qu'on voulait écrire un livre, mais c'était pas du tout prévu, on avait, plein de missions, de formation à côté. Mais j'ai vu l'opportunité, j'ai mis pied dans la porte et j'ai dit: faut pas que ça se referme. En fait, le momentum est parfait, go». Enfin, c'est même pas le momentum est parfait, c'est juste l'opportunité, elle est là, faut la prendre. C'était pas du tout parfait par rapport à notre, track business et par rapport à, tu vois, notre charge de travail, mais fallait la prendre, quoi. Et donc je lui dis: «Oui, oui, tout à fait, effectivement, on a déjà une trame, une structure, machin, on a des idées de chapitres», alors que j'avoue pas du tout, c'est pas bien de mentir parfois, mais parfois il faut y aller. Et elle me dit, «OK, très bien, bah, super chouette et bah, écoutez, vous pouvez m'envoyer ça pour la semaine prochaine, donc la trame, les chapitres, et au moins un ou 2 chapitres, rédigés?» «Oui, oui, pas de souci, on fait comme ça». On raccroche et Léo qui me dit: «Tu sûre de toi là? Genre, la semaine prochaine, faut qu'on ait déjà, fait tout ça?» Et je lui dis: «T'inquiète, ça va le faire». Et on a bossé comme des dingues, pendant 3 jours et ensuite on a présenté le truc avec des petites slides, et cetera, avec même des images de couverture, laisse tomber. Les couvertures dingo. Et avec un mouton à 5 pattes, vraiment, j'avais foutu 5 pattes sur le mouton, enfin n'importe quoi. Et elle regarde et elle dit, «Bah, en vrai, c'est vachement bien, moi ça me plaît, et cetera. Je fais passer ça en comité de lecture dans 2-3 jours et je vous tiens au courant». Une semaine après, bon, bah, c'est go, on y va, donc bah, écoutez, commencez à écrire parce que c'est pour maintenant. Et nous, on se dit: «Oh, alors c'était une super idée, hein, mais comment on va faire?» Et ben, on a fait, soir et week-end. Ouais, mais vous avez été, chercher l'opportunité. Oui, ouais. Et ce qui est marrant, ce qui est marrant, tu me disais que toi et Léo, donc tous les 2 quand vous dites, bah, en gros, quand on vous demandait: «C'est quoi votre plus grand rêve?» vous disiez, enfin tous les 2 vous avez dit: «Écrire un bouquin». Ouais. Et bah, pourquoi? Mon plus grand rêve, c'était écrire un bouquin. Est-ce que justement, ça formalise un peu cette légitimité? Est-ce que pour toi, c'était le Graal? Pourquoi écrire un bouquin? Pour moi, écrire un bouquin, c'était hyper important, parce que c'est là où c'est là où tu «évangélises» entre guillemets un maximum de choses. C'est-à-dire que le bouquin, c'est pour moi quelque chose qui est en plus, evergreen. En gros, ça va rester, donc mine de rien, ça crée une petite trace. Et surtout, pour nous, pour moi aussi, c'était avoir le tampon en fait d'une grande maison d'édition comme Erol sur tes écrits. Ça veut dire que c'est une forme de reconnaissance publique et donc de légitimité. Et c'est aussi pour moi un moyen de me rassurer sur le fait que j'écris pas que des conneries. Mais non, le premier vrai objectif du bouquin, c'était vraiment de partager, d'évangéliser à tout à chacun, en fait, tout ce qu'on a identifié comme étant les bonnes pratiques et les techniques du recrutement qui sont les plus efficientes sur le marché. Et c'était aussi pour que ça s'adresse, aux garagistes comme au boulanger qui doit recruter ses apprentis jusqu'au PDG, du CAC 40 et qui doit assurer ses recrutements, les plus stratégiques. Et le livre avec Léo, c'est vraiment la version un peu, reliée et assumée de tout ce qu'on pratique depuis des années. Et c'était une chouette aventure parce qu'écrire à 2, c'est aussi pas facile, hein. C'est comme, tu sais, les tandems, en vélo. Si tu es pas aligné sur la direction, bah, tu finis dans le buisson, quoi. Donc spoiler, on a survécu. Mais c'était ça. C'était aller chercher, à la fois, un moyen, un vecteur de partager, d'évangéliser un maximum les bonnes pratiques à tout à chacun, parce que tout le monde peut pas se payer une formation aussi avec nous. Là, pour 28 € et bah, tu as accès à quand même, à l'information. Tu as pas la formation, mais à l'information. Et j'espère et je pense qu'on est plus drôle que ChatGPT, donc c'est plus sympa de regarder notre livre que Chat. Je te confirme. Merci. Et visuellement, c'est plus sympa aussi. Mais ouais, c'était ça, pour le coup. Et justement, tu disais quand on nous a dit go pour le bouquin, Mmh. on avait plein de formations et cetera. Et moi, la question que je me dis, c'est, alors attends, tu écris des bouquins, tu fais de la formation, vous créez du contenu, vous faites des events. Je dis vous parce que je globalise avec Léo, on en parlera après.
En plus, il y a du développement commercial. Même si vous avez beaucoup de gens qui viennent à vous, bah, tu as quand même un minimum de choses, de relations clients à entretenir, Oui. etc., etc. Comment tu fais Enfin, où tu mets ton curseur? Comment tu priorises? Tu vois, tu parlais du bouquin, c'est peut-être pas le bon moment. Au-delà de travailler, jour et nuit, bon, tu as un minimum besoin de dormir. Tes mamans aussi, on en parlera tout à l'heure. Voilà, comment tu décides où mettre ton énergie, à quel moment? Pour pas te disperser, que ça parte en droit dans le mur, comme tu dis, En quoi. cacahuète. Ouais, c'est ça. Spoiler, Alexandra, ça part en cacahuète. Comment je jongle, comment je conjugue avec tout ça, je ne fais pas. Je ne sais pas. Non, en vrai de vrai, pour être tout à fait transparente et ça va devenir, très très, comment dire? Personnel et intime, mais, je suis passée, je pense, à 2 doigts du burn-out en 2023. En gros, on lançait la boîte avec Léo, on était à fond, c'était la première ou deuxième année? La deuxième année, on était à fond sur plein de sujets. On était sortis de faire, toute la parce que c'est rigolo, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah bon, vous avez ça aussi?» Dans notre formation, on fait beaucoup de présentiel, beaucoup de sur-mesure et cetera. Mais derrière, on a quand même créé et ça a été un travail d'arrache-pied de dingue. 70 modules, c'est quasiment 30 heures de formation, et c'est des modules en plus, gamifiés. C'est-à-dire, c'est pas genre, 200 vidéos de 5 minutes. Tu as des vidéos, tu as de l'audio, tu as des textes, tu as des images, tu as des, jeux, tu as des cartes à retourner, tu as des quiz, tu as plein de trucs. Donc on a vraiment fait en sorte que ce soit ludique pour que, que en fait les gens, complètent l'apprentissage jusqu'au bout et que ce soit pas soporifique et que tu aies envie en fait, de te faire des petits modules assez rapidement et cetera. Donc ça a été un travail énormissime d'ingénierie pédagogique et ensuite de, comment tu rends le truc ludique pour que les gens aient envie d'y revenir, un peu comme le Duolingo, tu vois? Du recrutement. Et j'étais tellement pour te dire, j'étais tellement à fond que, effectivement, j'ai mis mon écologie personnelle de côté. Je bossais comme une dingue, jusqu'à 2 heures, 3 heures du mat. Je me levais super tôt pour amener ma fille et cetera et à l'école ou à la crèche, et je me rappelle que ça faisait genre 1 an que j'avais pas pris de vacances et cetera et je m'étais dit, allez, j'avais des copines que j'avais gardées de mes études de droit et on s'était dit: «Ce week-end-là, on part à Porto» et donc j'avais vraiment sacralisé le truc et pour te dire à quel point j'étais complètement tarée à l'époque, c'est que j'avais dit oui à l'époque à un truc qui s'appelait Refti, je sais pas si tu te rappelles? C'était un truc sur la, prise de référence, automatisée, prise de réf, sur les candidats et cetera. Avec Barthélémy Hic, voilà, qui avait cofondé Refti et il m'avait dit: «Est-ce que, c'est OK pour faire un webinar à 9h30, ce jour-là et tout?» Je dis: «Oui, je prends l'avion 1 heure après, mais c'est OK, bien sûr». N'importe quoi. Je me suis retrouvée à Orly, histoire vraie, hein, je me suis retrouvée à Orly, dans un couloir en face des toilettes. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se séchait les mains, on entendait le truc. Assise par terre, à faire mon webinar et je m'étais mise contre un mur blanc et personne n'a vu le truc, sauf au moment où il y a eu une annonce, «Le vol à destination de machin». Voilà et donc j'ai fait un webinar devant, 200 personnes, pour FT, alors que j'allais embarquer genre 10 minutes plus tard, quoi et pour te dire, donc j'arrivais pas à décrocher. Je suis arrivée à Porto, j'ai posé mes valises, j'étais un petit peu, j'étais «contente» entre guillemets de me dire: «J'ai enfin, mon petit week-end, faut que je profite au maximum», tu vois? Productivité à fond. Et je pars de ma chambre un petit peu rapidement et je glisse sur le tapis et je tombe sur mon coude et la déflagration fait péter la tête humérale. Fracture, double fracture de la tête humérale et là, je me dis: «Wouah!» Alors déjà, ça fait un mal de chien, tu vois? J'ai accouché, mais alors ça, c'est oufissime en termes de violence, c'est encore pire. Autant te dire que de Porto, je n'ai vu que, l'hôpital et ensuite la clinique privée. Rapatriement en France, j'ai été opérée et cetera. Mais pour te dire à quel point j'étais encore dans le déni, j'ai été opérée et genre 1 semaine après, j'étais quand même à 12 comprimés. J'avais genre du tramadol et tout, des trucs un peu ardos, des doses de cheval et on avait 8 bootcamps ce mois-là à faire. Évidemment, le jour où j'ai été opérée, je ne pouvais pas être, durant le bootcamp, donc Léo c'est le seul qui l'a animé seul. Mais après, tous les autres bootcamps, donc 1 semaine après, j'étais en train d'animer les bootcamps, chaque bootcamp, c'est des 2 jours, donc ça faisait, 8 fois 2. 16 jours de formation, je ne m'en souviens pas. Je n'ai aucun souvenir de toutes ces formations et Léo me disait: «Mais pourtant tu étais super énergique, machin et cetera». Je pense que Ouais, j'étais tu étais en mode, complètement robot automatique, quoi. robot Ou automatique. shooté, enfin un mélange des 2, quoi. Exactement. Et à quel Voilà. moment tu t'es dit, «Stop, c'est trop» et
Et Est-ce bah que tu t'es dit à un moment donné: «Stop, c'est trop»? je Et me si suis tu dit t'es à un dit moment donné: «Stop, c'est trop». Donc ça, c'est au début de l'été, 2023, en juin. En genre le mois d'après, je découvre que je suis enceinte. Et le mois suivant, enfin 2 mois suivants, non, en septembre, je découvre que je fais une fausse couche. Et je pense très sincèrement, et j'ai du mal, je sais pas, j'ai cette intime conviction que c'est lié. Que mon corps était tellement à bout qu'en fait, bah, il aurait pas pu en fait, gérer, une «deuxième grossesse» entre guillemets. Et je me rappelle, c'était à l'époque, j'avais fait un truc pour, Golden Bees et Le Figaro, c'était au jardin d'acclimatation au Théâtre Rouge. Il y avait un truc qui s'appelait le Disrupt RH et c'était 12 pitchs, un peu comme des TEDx. Il y avait Lobna à l'époque et cetera qui étaient sur scène et j'avais fait un petit pitch, où j'étais habillée en docteur et je faisais l'autopsie d'un message mort dans une boîte mail d'un candidat et cetera. Et à cette époque, tu vois, j'avais un fœtus mort dans le ventre et il fallait que je smile et il fallait, fake it till you make it. J'étais complètement dans le déni et je me suis réfugiée à fond dans le boulot et j'ai continué là-dedans et cetera. Et c'est, quelques mois plus tard où, en gros, j'ai arrêté d'être dans le déni, j'ai accepté ce qui s'était passé et je pense que c'est là où je me suis dit: «Waouh, il va falloir que je mette le haut là parce qu'en fait, c'est pas possible. Je peux pas en l'espace de 2 mois me faire». Enfin, déjà, je pense que personne de normalement constitué tombe de sa propre hauteur, se fait une double fracture de la tête humérale, tu vois? Je pense que c'est mon corps et en plus, ce qui est très drôle, c'est que ma coach business de l'époque, qui m'aide un peu sur le perso aussi, m'avait dit une semaine avant, que je parte à Porto et que je me pète, effectivement l'épaule. C'est moi qui lui avais dit je lui avais dit: «Mais Alexandra, je ne peux pas m'arrêter». Parce qu'elle m'a dit: «Tu vas partir en toupie, tu vas partir en cacahuète là, si tu continues à ce rythme-là». Et je lui avais dit: «Je ne peux pas m'arrêter». Je l'ai appelée après, elle m'a dit: «Bah, tu m'avais dit que tu ne pouvais pas t'arrêter, ton corps t'a arrêté». et maintenant du coup, tu fais comment? Maintenant, ça va mieux. Non mais parce qu'on en vient quand même, on reparlera de Léo, mais là, j'ai plus te parler de ta fille du coup, qui est petite, donc on va pas se mentir, hein, elle a 5 ans, donc ça demande beaucoup, bah, d'attention, de présence et cetera, d'agilité. Voilà, comment tu fais pour, t'organiser, tout ça? Enfin, tu vois, moi, la parentalité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est pour ça, ça m'intéresse parce que quand tu es, entrepreneuse, tu as une boîte, tu fais plein de choses, tu as aussi ta vie de maman. Pour autant, bah, tu arrives à, compartimenter et en tout cas à t'investir dans les 2, mais ça demande, je pense, une certaine organisation, flexibilité, puis peut-être te dire, bah, être tolérante avec toi-même à un moment donné. Tu peux pas être parfaite partout. Toi, c'est quoi un petit peu enfin tes secrets? J'ai pas t mais comment tu fais pour, essayer de trouver le juste milieu? Est-ce que justement tu as pas du tout de tips et tu y vas et puis tu gères comme tu peux ou est-ce que tu en as? En gros, j'ai testé beaucoup de choses. Il y a même Léo qui m'a acheté un bouquin, qui m'a offert un bouquin qui s'appelle Time Blocking. Pouf, tu vois? Faire des blocs enfin, faire des choses par bloc, sinon ton cerveau, il part dans tous les sens et tout. Heu, non, j'ai juste accepté une vérité fondamentale chez moi qui est, j'ai le syndrome de la mouche qui vole. C'est-à-dire que je suis sur quelque chose et à un moment donné, j'ai une idée qui pop et hop, je pars sur autre chose, je pars sur autre chose. Et je sais que j'ai besoin d'être sur 10 000 sujets, 10 000 projets en même temps pour me sentir vivante. Donc j'ai accepté déjà que c'est dans ma nature et c'est comme ça. J'ai accepté aussi que je pouvais pas tout faire chaque jour et ça, c'était compliqué pour moi à accepter. C'est ce qui m'a fait faire, je pense, mon mini burn-out, à l'époque. J'ai, accepté qu'il fallait, pour tenir, boire beaucoup de café aussi. Non, mais en gros, ce que je me suis dit, c'est effectivement, faut arrêter d'être trop sur, se reposer sur ce qu'on appelle la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation, bah, enfin, tu peux pas être constant. Par définition, elle va fluctuer dans ta semaine. Donc il faut une discipline. Et en vrai, je vais être très honnête, je la cherche encore. Et c'est rigolo parce que j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit: «Ah mais pourtant, je pensais que tu étais une fille ultra organisée et cetera». Non, je finis mes postes pour le lendemain à l'arrache à 2 heures du mat. J'arrive à l'école de ma fille, pas douchée, pas caféinée et parfois même pas habillée. Il faudrait que je me dise: «Allez, je commence par la tâche la plus relou de la journée». Tu sais, le fameux, eat your frog. Il faudrait aussi que je limite mes notifications, par exemple, sur mon téléphone. Il faudrait que je me dise: «J'ai plus que 2 projets en parallèle», mais en vrai, j'y arrive pas. Heu, Maintenant, je commence à me poser quand même des questions en me disant: «OK, c'est quoi le meilleur par rapport à tout ce que j'ai à faire, c'est quoi le meilleur ROI émotionnel et business?» Il y a plein de gens qui disent: «C'est quoi le meilleur ROI business?» Moi, je sais que le côté émotionnel, j'ai besoin de prendre du plaisir dans mon taf. Si je prends pas de plaisir, je vais postponer, je vais procrastiner à mort. Donc il faut que j'arrive à trouver c'est quoi le même, tu vois, même envoyer une facture.
quel est quel plaisir je trouve là-dedans? Parce que, bon, maintenant, c'est Léo qui s'en occupe de tout l'admin parce que j'ai pas facturé plusieurs personnes pendant 1 an, juste parce que j'ai oublié et puis ça m'emmerde, en fait, de faire le côté admin. Donc mon cerveau le met de côté. Non, mais je me dis, voilà, qu'est-ce qui est le meilleur ROI émotionnel et business? Si ça «m'excite» entre guillemets et que ça sert la vision, alors c'est go. Si ça me draine, bah non, ou alors je délègue et si ça me fait peur, c'est certainement un oui pour moi. Donc en fait, on est vachement complémentaires avec ça pour Léo. Mais histoire d'avoir effectivement un équilibre parfait, je pense que non, il faut se dire: «Il y a pas d'équilibre parfait». Tu peux pas être parfait. Déjà, accepter ça, c'est compliqué chez moi, par exemple. Donc faut juste se dire: «Voilà, je mets une mini organisation en place pour que rien ne s'écroule et que je retombe pas dans mes travers». Donc par exemple, j'ai appris à sacraliser le temps avec ma fille. À partir du moment où je viens la chercher à l'école, j'arrête. Mais alors, par contre, c'est jusqu'au moment. C'est-à-dire que même quand je suis devant l'école en train de l'attendre, je suis en train de répondre à des trucs sur Notion, sur WhatsApp, sur mes emails, et cetera. Mais à partir du moment où ma fille me voit, elle fait: «Coucou maman!» Ça y est, Ouais, c'est t'es terminé. avec elle. Ouais, je suis avec elle. Je sacralise vraiment ce truc-là. Jusqu'à 21h30, 22h, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et après, je me reconnecte. Donc souvent, effectivement, mes journées, elles sont en 2 temps. C'est-à-dire à tout jusqu'à 17h30 et puis ensuite, ça reprend à 21h30, 22h. Ce qui est pas forcément, je dis pas de faire pareil que moi parce que Non, non, mais quand j'ai t'es pas parent, de trouvé. toute manière, généralement, t'as plusieurs journées dans ta journée, hein, on va pas se Ouais, c'est mentir, ça. hein. Faut juste apprendre à créer ton sas, Ouais, qui te et à convient. sacraliser peut-être des moments. Et après, tant pis, je sais que je le paye cher parfois à finir à 2h du mat et tout, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit pas tous les jours. Parce que c'est là où tu peux vite effectivement aller sur du burn-out si c'est quelque chose qui est constant. Donc mais je suis encore en plein apprentissage, hein, tu vois? J'ai pas du tout la science Oui, infuse bah, je là-dessus. pense que tout le monde l'est enfin, tout le monde l'est tout le temps. Enfin, de toute manière, la recette magique, on l'aurait, tout le monde la ferait, mais Exactement. et on vient sur Léo. Ouais, Tu parlais un petit peu sur, le côté, facture admin, moi, ce qui m'avait fait marrer aussi, c'est dans votre, façon d'écrire le livre ouais. où justement vous aviez pas du tout la même façon enfin, je pense que vous avez pas la même façon de travailler, en fait, de vous organiser Tu l'as vu et la différence, pardon, entre les différents chapitres? Parce qu'on s'est répartis les non, chapitres. ça, par contre, ça se voit pas. Ah! Trop contente, tu vois? C'est qu'on a bien Ça se bossé. voit pas. Je te le dis parce que je l'ai entendu pareil dans le podcast que vous avez fait avec Florent. Florent, vous en parliez justement de ça et ça, du coup, c'est bien parce que ça, en fait, ça te permet une complémentarité, toi, dans votre Ouais, organisation aussi. complètement. Alors, qu'on se le dise, hein, il fait pas, que les trucs, chiants. Non. Il il fait plein d'autres choses super. Mais effectivement, Non, mais dans il votre façon de travailler, ça vous permet, du coup, de trouver un bon équilibre, ouais, entre lui qui est peut-être plus organisé dans l'anticipation et ouais, toi, tu es plus last minute. exactement. Et ça, c'est rigolo, tu vois? Mais avant de et c'est ce qu'on conseille beaucoup, mais avant de s'associer, on s'est dit: «On va faire un truc». Je lui ai dit, ça s'appelle un manual of me. C'est un truc que j'avais piqué, à de la communication. C'est un outil de communication américain, qui est utilisé par pas mal de boîtes. Manual of me, c'est quoi? C'est comme un mode d'emploi, comme un mode d'emploi IKEA. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut mettre dans quel trou et cetera pour, monter le meuble. Là, c'est quoi le mode d'emploi de, toi, par exemple, Alexandra? Et tu vas décrire dedans, quelles sont tes frustrations, potentielles, quelles sont tes zones de génie, c'est quoi ton rythme de travail, idéal, comment tu aimerais, avoir du feedback, comment tu aimes donner du feedback, quelles sont les choses qui sont importantes pour toi, les valeurs sur lesquelles franchement, c'est un no go direct. Et en fait, ça permet de poser de manière très claire, ce que tu veux, tes limites et la collaboration que tu cherches à avoir. Et en fait, ça nous a permis tout de suite de se dire: «Bah, ça va marcher ou ça va pas marcher». Et ça permet aussi de mettre à plat la communication. Généralement, tous les problèmes que tu peux avoir, d'ailleurs dans la vie pro comme perso, c'est des problèmes de com. Et donc on a des moments de radical truth, tu vois, avec Léo où parfois, parce que parfois on n'est pas d'accord sur certains trucs de stratégie ou je sais pas quoi, et vraiment parfois c'est à l'opposé. Mais genre, j'ai envie de dire: «On est intelligent», ça fait bizarre, mais je pense qu'on a la maturité de se dire: «OK, on se pose. Moi, je t'explique pourquoi je pense ça. Explique-moi pourquoi tu penses ça et on va trouver un terrain d'entente». Et en fait, ça permet vraiment on s'est dit: «Il faut qu'on retire nos égos à chaque fois qu'on se parle». Parce que sinon, ça pourrait partir, très, très loin. Et du coup, on est complètement différents. Par exemple, lui, il adore travailler le matin. Moi, je suis pas du tout du matin, faut pas me parler le matin. Là, c'est exceptionnel, Alexandre, hein, pour toi.
On aurait fait ça à minuit, par contre, ça aurait été pump it up, j'aurais été beaucoup plus énergie. J'aurais été moins au taquet, par contre, hein. Là, ça aurait été plus compliqué pour moi. Mais du coup, je suis plus du soir. Par exemple, lui, il aime bien les feedbacks à chaud, etc. Moi, je les préfère à froid et en bullet point et sans pincettes. Enfin, on a vraiment des trucs. Effectivement, c'est quelqu'un qui est structuré, qui a besoin d'anticiper pour justement que ça lui crée pas des zones de stress et tout. Moi, en vrai, je suis pas du tout organisée là-dessus et je ne fonctionne que sur du last minute. C'est-à-dire, ma créativité, elle est là vraiment en last minute. Sinon, elle est pas là avant. Et ça, au début, ça le stressait de fou. Mais de fou, que je lui dis quand il voyait que, je sais pas, la veille, donc on faisait une intervention le lendemain et c'est moi qui gérais la conférence et cetera et que la veille à 23h, il avait toujours pas les slides et cetera, mais il était en PLS et je lui ai expliqué que, c'était comme ça que je fonctionnais et qu'il fallait qu'il me fasse confiance et en fait, à partir du moment où la confiance, elle s'est construite, j'ai essayé de faire des efforts aussi de mon côté pour, pas que ce soit vraiment la veille à 23h, mais que ce soit au moins la veille à 17h, tu vois? Et on a tous les 2 fait des efforts un peu et fait des pas, l'un envers l'autre pour faire en sorte que ça fonctionne bien et à partir du moment où après tu as une confiance franchement, j'ai une confiance aveugle en Léo, je pense que c'est pareil. On est arrivé à un niveau de collaboration qui est dingue. Après, il y a toujours parfois des petits accros, mais on arrive toujours à dénouer le truc. Tu sais, c'est comme un couple en vrai, hein. C'est un couple professionnel et c'est super important d'avoir des moments entre nous où, on se parle aussi, même d'autres choses, hein, même de nos vies privées. Au début, je m'étais dit: «Il est hors de question que je sois amie avec, un collègue professionnel, faut vraiment que je fasse la différence entre le pro et le perso» et cetera et en fait, c'est devenu un super ami, Léo et comme quoi, parfois tu as des idées préconçues sur certaines choses et en fait, ça change beaucoup. Donc je vais pas te dire que moi, je suis la partie fun, storytelling, énergie et lui la partie, structure, profondeur et côté carré. Non, mais en tout Mais cas, vous tous avez les trouvé 2 un bel équilibre tous les 2, ouais, quoi. exactement. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment trouvés sur beaucoup de sujets et on se répartit, un peu nos différentes zones de génie et c'est chouette. C'est hyper chouette, c'est fluide, c'est ce que je lui ai dit et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est: «Je n'imagine pas m'associer avec quelqu'un d'autre». Je pense que c'était lui et ce sera que lui, quoi. C'est une belle déclaration. Léo, si tu nous entends, c'est pour toi. Ça. Et il y a un dernier point qui m'intéressait. Tout à l'heure, tu parlais tu vois, d'opportunités, de Nicolas et cetera. Comment aujourd'hui tu continues à construire vraiment ton réseau pour, aussi continuer à apprendre? Parce que ça bouge beaucoup le recrutement. Il y a les Complètement sujets d'IA notamment, tu vois, qui ont beaucoup et impacté, oui. nos métiers et puis du coup, rester pertinent aussi. Comment tu arrives à t'alimenter aussi de ton réseau, à continuer à le construire Alors je pense que, dans tout ça? ouais, il y a 2 choses. Il y a à la fois toute la veille que je peux faire, toute la curation de Mmh. contenu que je peux faire et ça, je me bloque du temps pour le coup. C'est souvent le vendredi matin. Donc merci Alexandra. Je ne peux pas faire ma veille à cause de toi. Voilà, Je déconne. désolée. Non, non, mais c'est hyper important pour moi de bloquer ça toutes les semaines. Ça, pour le coup, c'est un truc qui bouge pas parce que c'est aussi ma zone de plaisir. Moi, j'adore apprendre. Enfin, je pense que je pourrais passer ma vie à être alors non, je pourrais pas être étudiante parce qu'il me manquerait le côté terrain, le côté action. J'aime bien apprendre pour tester, en fait. La théorie pour la théorie, non, la théorie pour la pratique, oui. Et du coup, ce que j'adore, c'est vraiment découvrir de nouvelles choses. Et je me suis abonnée à plein de newsletters différentes, mais aussi ce que j'aime bien faire, c'est beaucoup de vulgarisation. Et du coup, je sais pas si c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça, mais j'adore les analogies. Et du coup, je suis pas uniquement, tu vois, abonnée à des newsletters recrutement ou à lire que des articles recrutement. Je suis abonnée à des newsletters en marketing, en sales, en neuromarketing, vraiment dans plein de sujets, même en médecine, pour le coup. Et d'ailleurs, je me suis inspirée de l'evidence-based, medicine pour, introduire notamment, à l'époque dans Blendy, dans les formations, le côté, competence based, tu sais, sur l'évaluation, des compétences et cetera. Et expliquer le fait que, faire le parallèle, pourquoi les recruteurs n'utilisent pas l'entretien structuré et toutes les méthodes qui sont prouvées scientifiquement pour être prédictives de performance sur des candidats, de la même manière qu'effectivement, les chirurgiens à l'heure actuelle, se remettent pas non plus en question leurs différentes, techniques parce qu'ils ont appris, à un moment donné, je sais pas, dans les années 80-90, sur les bancs de la fac. Ensuite, ils ont testé et en fait, c'est leur pratique à eux. Et c'est très rare qu'ils remettent en cause leur pratique à l'aune des nouvelles découvertes qui ont été faites, dans Nature, dans enfin tous les journaux, scientifiques et cetera.
Et donc le parallèle était intéressant et j'adore faire des parallèles et je suis très curieuse de nature et je pense que c'est ça qui fait que, ça me permet de rester toujours un peu up to date, sur les différentes trends et cetera. Et mon but ensuite, c'est, faire en sorte de le transmettre, mais aussi de le transmettre d'une certaine manière. C'est-à-dire, je pense que et c'est ça qui te rend, je pense, agréable vis-à-vis des gens et que les gens, tu sais, on parlait de comment tu passes, de la pratique à devenir une sorte de référence ou en tout cas que les gens te suivent ou t'écoutent. Moi, mon ADN, c'est l'autodérision. C'est vraiment, être sérieux sans se prendre au sérieux. Tu vois, je pense que ça m'a vraiment mais marqué le fait de ma vie d'avant entre guillemets, évoluer dans le monde, d'avocat où tout le monde est dans un jeu d'ego, un jeu de masque, un jeu de faux semblants et tout. Et les gens étaient là-bas, étaient persuadés qu'il fallait être suffisant pour se croire important. Et je trouve ça dingue. Et moi, c'est une culture qui est complètement à l'opposé de mon mantra. Et c'est d'ailleurs un truc que j'avais piqué à mon père quand il était interne en médecine. Il avait, grand chef de médecine, aux urgences au CHU de Rouen, qui avait écrit sur sa porte, qu'il était agréable d'être important, mais qu'il était plus important d'être agréable. Et c'est un truc qui est resté, tu vois, chez moi. Et je pense que quand tu vois que les gens bossent, quand tu partages, quand tu restes accessible, mais c'est là où les gens te suivent. Et pour être une référence, en fait, même si j'ai pas du tout la prétention d'en être une, mais faut être proche de son audience, de son persona, faut savoir comment lui parler, faut l'écouter, faut le mettre en lumière, il faut le mettre en valeur et c'est ça qui fait que, je pense, après les gens te suivent. Ça sert à rien de se prendre pour, je sais pas quoi, entre guillemets, on peut parler de tout sans se prendre au sérieux. Ouais, et tu vois, je pensais au Tam Tam Show que vous Ouais. organisez là, il y a eu la saison 2 avec, les gens, ils viennent aussi pour vous. Enfin, tu vois? Bien sûr, ils viennent pour, toutes les compétences, Oui. mais vous avez réussi à créer votre propre marque à vous 2 avec Léo. Enfin, je sais pas comment dire. Les gens, ils vont venir pour vous aussi, donc ça, c'est hyper important ce que tu dis. Et c'est vrai que, tu vois, ça je rebondis sur un truc, c'est important d'être dans la constance aussi quand tu prends la parole sur les réseaux sociaux, de pas te travestir parce qu'il y a une dernière trend qui vient d'arriver ou un truc comme ça. Il y a beaucoup de gens parfois qui se disent: «Ah bah, je vais changer de ton, je vais changer» et en fait, faut pas sous-estimer, ce que tu dis. Effectivement, les gens te suivent aussi pour ta personnalité, ce qu'on appelle un peu le love branding et ils te suivent pour ton contenu, mais aussi pour la manière dont tu le partages et si tu changes de perso si tu changes de perso tous les 4 matins, bah, ça va pas plaire. Les gens vont se dire: «Bah, c'est pas fiable, c'est pas constant», et du coup, ils vont décrocher. Donc c'est important de rester entre guillemets, «vrai». Et tu sais, je sais enfin, c'est un truc tout bête, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, on a perdu alors c'était pas un appel d'offres, mais bref, on était en concurrence avec une boîte un peu plus classique, sur de l'accompagnement marque employeur et cetera. Et on a perdu le deal et la personne nous a fait le retour en disant: «Bah, la DRH, vous trouvez un petit peu trop clivant dans la manière d'aborder les choses et il voulait un ton beaucoup plus classique, beaucoup plus corporate». Et en fait, faut accepter, je trouve et alors après, tu vois, tu respectes la décision et je comprends totalement. Mais je me dis: «En vrai, si c'est ça qu'elle voulait comme communication, effectivement, je suis pas la Elle bonne l'aurait pas personne». eu. Non, Ouais. mais je suis pas la bonne personne et j'ai Mmh. clairement pas envie de faire un truc corporate, qui est Chiant. ouais, voilà, qui est fade et qui sera pas impactant en plus vis-à-vis des candidats donc c'est OK. Je pense qu'elle a son propre prisme de croyance et c'est OK. Mais juste moi, j'aurais pas été la bonne personne et c'est OK d'être clivant. Là, je sais que, je plais pas à tout le monde, Ouais, parce faut que l'assumer derrière, c'est tout. ouais, voilà, Enfin, tu vois, faut être à l'aise avec. exactement. Il y en a qui m'ont dit: «Ah, il y a quand même trop de blagues dans votre bouquin et tout». Je fais: «Bah, écoute, moi, j'ai essayé de le faire, un truc qui nous ressemble ou qui me ressemble et heu et c'est OK si, tu préfères un bouquin, un peu plus, sérieux et tout. Mais je vais pas me travestir effectivement pour te plaire». Ça, pour le coup, c'est un truc qui est assez clair chez moi et que je bougerai pas. Bah, écoute, merci beaucoup Élise. On va finir avec 2 petites questions. Tu nous Oui. parlais de ressources. Alors bon, je pense que tu en suis plein, 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 plein. Mais en gros, si tu avais, 2-3 ressources, vraiment, phares, tu plus, a priori newsletter que podcast, mais juste ou bouquin, que tu trouveras intéressant à partager. Je suis preneuse. Et la deuxième question, c'est si tu avais quelqu'un à me proposer, sur ce micro, ce serait qui? OK. Et ben, écoute, alors les ressources, enfin moi j'adore un type qui s'appelle John Vlastelica qui était, ex-VP recrutement chez Amazon. C'est mon mentor entre guillemets, ce mec, il m'a pas tout appris, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de création de contenu sur tout ce qu'il faisait et à l'époque, c'est lui qui m'a donné envie de tu vois, de partager et cetera. Donc il est très, très bon. Dans les bouquins, si tu veux, recrutement, il y a Talent Chooses You de James Ellis que j'avais adoré.
Il y a Hiring Success de Jérôme Terlin, qui est le CEO de Smart Recruiters pour le coup. Il y avait un autre qui s'appelait Robot Proof Recruiter de Catherine Collier. Il y en a un, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Permis de recruter, qui est pas mal, il paraît. Ouais, il y a une version. Moi, je le conseille. Hein. C'est Donc, the et il y a bouquin à d'ailleurs avoir dans sa l'extension. bibliothèque. Il y a l'extension Exactement. de ce livre qui vient d'arriver et qui est sur 6 nouveaux sujets, sur le growth appliqué au recrutement, sur les techniques de commercial pour closer, négocier avec les candidats, sur plein de choses. Et je sur les fais juste KPI. une aparté sur le livre et je te l'ai dit avant qu'on commence. Oui. Donc, je le redis là. Je pense que c'est vraiment un must-have à avoir. Enfin, pour ceux qui l'ont pas encore lu. Et je pense que tu vois, c'est des choses qu'on devrait offrir à tous les nouveaux managers, dans les écoles, tu vois, à ceux qui veulent commencer le recrutement, parce qu'au-delà du fond qui se lit extrêmement bien, et il y a eu vraiment cet effort de vulgarisation tout en étant hyper précis sur les sujets, sur la forme. Il est hyper agréable à lire. C'est pas un gros pavé, c'est hyper fluide, c'est hyper aéré. Enfin, on a l'impression de lire entre, je sais pas, un magazine et un livre, je sais pas comment dire. Du coup, on l'emmène partout, c'est hyper agréable. Donc, si c'est pas fait, en tout cas, je le recommande fortement. Eh ben, merci beaucoup, c'est trop gentil. Donc, je te l'ai dit avant, je me permets de le redire là, Oui. c'est important. Ouais. Et l'extension est sous format e-book, alors ça s'emporte encore plus partout. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça, c'est en bouquin. John Vlastelica, pour moi, c'est le go-to en recrutement aussi. Et par contre, moi, tu vois, alors c'est pas du tout une personne qui est en recrutement, mais un mentor, je trouve, ou un mec qui m'inspire vraiment dans les prises de parole. C'est un type qui s'appelle Julien Bobroff. Il est professeur de physique à l'université Paris-Saclay. Et le mec vulgarise toutes les dernières découvertes, entre guillemets, de la physique aujourd'hui sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Et je trouve ce type absolument brillant dans sa prise de parole parce que c'est à la fois drôle, c'est à la fois pertinent, percutant. S'il y a des gens aussi qui ont envie de partager, etc., d'une manière aussi un petit peu décalée, c'est une chouette personne à aller suivre. Et puis, et tu me disais qui inviter potentiellement. Moi, je trouve qu'il y a un type que j'aime beaucoup ses prises de parole aussi parce que il y a de l'humour. Mais surtout, il y a beaucoup de fond. C'est un recruteur qui s'appelle Kevin Mahé. Et je trouve que ses prises de parole, à chaque fois, il y a du fond et il y a une forme qui est excellente. Donc, ce serait une bonne personne à contacter. Et je le connais pas personnellement en plus. Mais justement, tu vois, c'est parce que grâce à ton podcast, on pourrait en savoir davantage. Bah écoute, merci beaucoup Élise. Merci à toi. Je t'avais dit, je t'ai pris un petit peu plus de temps, mais tu nous as confié et partagé plein de choses. Donc merci beaucoup pour on parlait d'authenticité tout à l'heure, donc en tout cas d'en avoir fait preuve dans ton partage, c'était très chouette. Merci beaucoup à toi et je te dis à bientôt. À très vite, merci encore. Salut.